Bienvenue sur Nuage Magique. Alors la session questions-réponses en autopilote depuis le périph va commencer un peu plus tard que prévu. J'avais prévu 21h30, il est un peu plus de 22h30, mais on va y aller. Là, je suis entre la porte d'Ivry et la porte d'Italie. On va prendre la porte d'Ivry sur le périph extérieur et on va se faire tout un tour de périph en mode autopilote. Je vais prendre un petit peu le temps de prendre mes marques et dès que je sentirai que je suis en sécurité, que je suis bien, je vais commencer à afficher sur l'écran les différentes questions que vous avez pu poser et je vais répondre petit à petit et donner mon avis en général sur la Tesla Model 3. Et pendant toute la vidéo, le fil rouge, ce sera le mode autopilote, voir comment ça se comporte et si c'est aussi bien que ce que Tesla le dit. Voilà, donc à tout de suite pour une session questions-réponses en autopilote depuis le périph' à Paris. Je suis prêt pour un tour complet du périph' en mode autopilote. C'est parti, on y va. Donc je vais attendre d'arriver juste à l'entrée du périph' pour enclencher l'autopilote. Je pense que je vais m'insérer dans le périph' et une fois que je serai inséré, je vais mettre l'autopilote. Je vais pas encore trop jouer avec ça. L'entrée sur le périph', c'est quelque chose de délicat ici. On a la priorité à droite, mais il y a pas mal de voitures qui arrivent sur la gauche. Donc on va y aller tranquillement. Je vais m'insérer. Et une fois que je vais m'insérer, j'aurai plus qu'à activer le mode autopilote. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit, je viens tout juste de Porte d'Italie. On va arriver à Porte d'Ivry. Et on va se prendre le périph' extérieur. On va se faire tout un tour de périph' en mode autopilote. Je pense que je vais essayer de me caler sur la voie du milieu et y rester tout le temps que c'est possible. Quand ce sera nécessaire, je ferai des dépassements. Mais l'idée, c'est que la voie tout à droite est tout le temps dérangée avec des arrivées de véhicules sur le périph'. Et même au quotidien à Paris, on reste pas sur la voie de droite, c'est pas fait pour. Donc voilà, je vais rester sur la voie du milieu et je vais passer sur la voie de gauche quand ce sera vraiment nécessaire. Mais le tout, si possible, en mode autopilote. Il faut savoir qu'en mode autopilote, la voiture est capable de gérer des dépassements. Donc il suffit que j'enclenche le clignotant et la voiture va se déporter sur la gauche pourvu qu'il n'y ait pas de voiture ni dans l'angle mort ni une voiture qui soit déjà sur ma gauche. Donc voilà, ça la voiture peut le gérer et je vais essayer d'en tirer parti. Donc là, c'est parti, on est quasiment arrivé sur le périph'. On va s'en serrer tranquillement. On a un taxi devant nous. On voit qu'il y a la foire du trône qui a commencé, a priori. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais me faire un tour de périph'. J'espère qu'à la fin, je vais pas me rendre compte que les images étaient pas géniales. Donc ça y est, je me suis inséré. Je vais déjà activer le mode régulateur de vitesse. C'est fait. Et à partir de maintenant, 2 clics vers le bas. Mon volant devient bleu. Ça veut dire que je suis en mode autopilote. Et la session peut commencer. Alors là, il se trouve que quand j'ai essayé de me mettre sur la voie de gauche, il y avait un véhicule qui s'est déporté sur sa voie de droite et donc qui est arrivé dans ma voie. Donc là, de force, je me mets sur cette voie-ci. Je mets le mode autopilote. Là, on arrive au niveau de quai d'Ivry. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître l'odomètre ici. Et le trip A, je vais le réinitialiser. Donc du coup, en même temps qu'on va faire notre session autopilote,
on va aussi regarder ce que ça donne côté consommation. Donc là, on le voit, ça ralentit devant moi automatiquement, mon véhicule a ralenti. Pour mon test de conso, là, il fait plutôt bon. Je pense que je peux désactiver le chauffage pour avoir une conso qui soit vraiment simple à reproduire. Voilà. Donc là, le véhicule me rappelle qu'il faut que je tienne. Le véhicule me rappelle qu'il faut que je tienne mon volant. Et j'ai déjà dû désactiver le mode autopilote. Ce qui s'est passé, c'est que sur la droite, il y a un véhicule qui se déportait vers moi. Et en plus, par ici, je sais pas si vous pouvez le voir, mais les voies au sol sont très mal signalisées. À partir de maintenant, ce sera de nouveau bien signalisé, mais avant, ça n'était pas très bien. Donc du coup, il se trouve que ce véhicule juste à ma droite, là on voit, hein, il est pas mal sur ma ligne. L'autopilote me le signale ici. Je vais voir combien de distance j'ai réglé avec le véhicule juste en face de moi. Voilà, donc je suis réglé sur 4. Je pense que je vais rester sur 4 pendant tout le long. Ce qui risque d'être le plus ennuyant, c'est le fait de, à chaque fois, bien être sûr que l'autopilote comprenne que je suis bien au volant. Donc là, pendant tout le temps, ici, vous pouvez voir, j'ai ma main qui est sur le volant, sur le bas. Je mets juste une petite pression pour que le véhicule comprenne que je suis là et que s'il y a un problème, je peux prendre le relais. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai la main, mais je n'ai pas d'action sur le volant. Là, typiquement, c'est le véhicule qui a freiné tout seul quand la Mercedes qui est en face de moi a trop empiété sur ma voie. Là, il roule entre deux voies, sympa. Donc quand j'ai commencé, il devait être 22h45. On va voir combien de temps ça nous prend pour faire le tour de périph. Là, je pense que je vais peut-être me mettre sur la voie qui est juste à gauche de la mienne, parce que sur cette voie-là, ça ralentit pas mal. La limitation de vitesse ici, c'est 70. Là, je roule à 60. Il y a pas mal de véhicules qui s'insèrent et qui repartent. Je voulais pas me mettre sur la voie de gauche parce que je voulais pas gêner les motards, parce qu'Autopilote a tendance à rouler au milieu de sa voie et les motards ici à Paris roulent entre la voie de gauche et la voie juste à côté. Mais on va y aller parce que sinon on finira jamais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis un coup de clignotant. J'ai placé mes mains pour être capable de réagir en cas de pépin, mais c'est la voiture qui a géré toute la manœuvre. Et à la fin de la manœuvre, elle a coupé le clignotant. Donc là, on roule à 63-64 km/h. Je pense que petit à petit, ça va se dégager devant moi et que je vais pouvoir me rapprocher des 70 km/h. Donc encore une fois, là, je suis sur le périph' extérieur et on va se faire tout un tour de périph'. J'attends encore un petit peu d'avoir bien mes marques, d'être sûr que la situation est assez sécurisante avant d'afficher les questions et de vous donner mon avis et des réponses. Voilà. Si j'ai choisi de faire cette session à cette heure-là, c'était pour avoir un périph' plus fluide, moins risqué. Le but, c'est quand même que j'ai le moins possible à intervenir et de vérifier que le véhicule soit capable de gérer ça. Mais en journée, je pense que ce serait d'une, pas sympa niveau conduite, et de deux, avec les motards, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué de gérer, de rouler typiquement sur une voie comme celle-ci. Donc on voit régulièrement ici, il y a un petit liseré bleu qui s'affiche. À chaque fois qu'il y a ce liseré bleu, je vais laisser le volant sans le toucher. Vous allez voir le liseré bleu s'afficher. Donc d'abord, il me dit d'exercer une légère résistance sur le volant. Il y a le liseré bleu. Et tant que je touche pas le volant en mettant une petite pression, ça continue. Et si je fais ça trop longtemps, le véhicule va s'arrêter. Et si je fais ça trop souvent, le véhicule va désactiver l'autopilote. Je serai obligé de m'arrêter, de me mettre en mode parking et de relancer sur drive pour que l'autopilote soit de nouveau disponible. Donc je vais essayer de pas m'amuser à faire ça de trop. Le but, c'est vraiment faire le tour de manière la plus fluide possible.
Donc là, on a parcouru 5 km depuis que j'ai réinitialisé la conso. Il me reste 154 km d'autonomie ici. Donc là, la voiture, vous voyez pas que j'avais bien les mains sur le volant. Le petit challenge, là, ça va être vraiment de trouver la bonne position pour que le véhicule comprenne que je suis là. Donc ce que je disais, c'est qu'on est à 152 km d'autonomie, et si on se met en mode affichage, en mode énergie, je vais pouvoir voir que là, il me reste 30% de batterie. Là, ces derniers temps, j'ai pas mis le véhicule en charge. Je veux essayer d'arriver à l'état de charge le plus bas possible et ensuite recharger à fond la batterie pour pouvoir voir quelle est la capacité utilisable pour nous au quotidien. Donc ça, comme mon compteur, comme ma borne de recharge a derrière elle un compteur, un sous-compteur pour me facturer mon énergie, je serai capable de voir de manière assez précise ce que j'ai consommé pour recharger. Alors peut-être pas que j'arriverai peut-être pas à 0%, mais peut-être à 2 ou 3% jusqu'à 100%. Donc ça, ma borne va pouvoir me le dire. Donc là, pour l'instant, je suis sur une autonomie moyenne de, on va dire, entre 16 et 17 kWh au 100 km. Pour l'instant, c'est pas vraiment fiable, mais une fois qu'on aura fait un tour entier de périph, quelque part, on aura monté autant qu'on aura descendu, on aura fait une boucle, et on pourra faire fi de la partie, de l'aspect pente. Voilà, on sera sur quelque chose de fiable, représentatif de la conso. Surtout que là, a priori, je pense que ma vitesse moyenne devrait être vraiment pas loin des, on va dire, 60 km/h. Donc voilà. Là, je pense que je vais commencer à être en confort et que je vais pouvoir commencer à afficher les questions et vous donner mon avis. Donc en permanence ici, le véhicule me dit de bien mettre mes mains sur le volant. Mais je pense que je vais trouver la bonne méthode. Voilà. Donc pour afficher les questions, ce que j'ai prévu, c'est d'utiliser le navigateur web de la Tesla Model 3. Ce navigateur, comment je le lance? Je lance ici, web, et voilà. Donc je me suis fait un site sur free.fr, une page toute simple, un index.html où j'ai mis toutes les questions avec un caractère assez gros et assez gras pour que ce soit lisible pour moi et que je puisse le lire en toute sécurité. Voilà. Donc j'ai classé vos différentes questions par thème: recharge, autonomie, entretien. Il y a un autre aspect finance et je vais pouvoir naviguer comme ça très simplement en gardant toujours les yeux sur la route. Voilà. Donc ça va juste me servir à pas oublier les questions, parce qu'il y en a eu plusieurs. Vous avez pris le temps de me poser des questions et je voulais être sûr de passer sur tous les sujets. Et quand je vais me mettre sur chaque thème, en fonction de l'inspiration, en fonction de ce que j'ai à partager avec vous, j'irai peut-être un peu plus loin que ces questions-là, et peut-être que je vous donnerai des avis sur des points annexes, et peut-être pas que des points sur la Tesla Model 3, peut-être d'autres points sur les véhicules électriques en général. Donc depuis qu'on se parle, depuis tout à l'heure, depuis que la Mercedes avait fait une petite incartade sur ma voix, le véhicule est resté en mode autopilote. Là, je laisse mes mains sur le volant pour que le véhicule sente bien que je suis là et que je contrôle si c'est nécessaire. Mais tout ce que vous voyez, c'est le véhicule qui le fait. Et si jamais, à un moment donné, je faisais quelque chose par moi-même, si jamais je décidais de tourner le volant, automatiquement, l'autopilote se désengagerait. Donc là, le volant est bleu. Si jamais je suis amené à tourner le volant va devenir gris et l'autopilote sera désengagé. Je vais pouvoir commencer à passer en revue les différentes questions. Le premier thème, un thème qui est important en voiture électrique, c'est le thème de la recharge. On me pose souvent la question comment ça se passe pour recharger, combien ça coûte,
combien de temps ça prend, là, ça tombe bien, j'ai eu toutes les questions sur ces thèmes-là, et on va y répondre petit à petit. Alors, le prix de l'installation de la borne à domicile. Dans mon cas, étant en copropriété, dans un contexte bien particulier, j'ai voulu faire les choses correctement, passer par un professionnel qui m'a conseillé et qui applique quelque part son assurance pro. Donc si jamais il y avait le moindre pépin, la copropriété ne se retournerait pas contre moi, mais contre le professionnel, l'électricien professionnel qui a fait le travail pour moi. Donc du coup, ça coûte plus cher que si on fait le travail soi-même, ça coûte plus cher que si on passe éventuellement par un auto-entrepreneur ou voilà. Il y a une vraie structure derrière et il faut le payer. Donc j'ai aussi choisi une borne capable de fonctionner en 22 kW en triphasé, parce que mon immeuble est en triphasé. Donc ces bornes-là sont plus chères. La protection, donc tout ce qui est disjoncteur sur les bornes triphasées, est plus cher également. Donc tout ça, ça fait que j'arrive sur une installation tout compris d'un peu plus de 3 000 €. Sur ce prix-là, la borne a dû coûter environ 1 600 €. J'ai bénéficié du crédit d'impôt pour l'installation d'une borne. Le crédit d'impôt, il est à hauteur de 30%, et son assiette, c'est le prix du matériel. C'est pas le prix de la main-d'œuvre, c'est vraiment le prix du matériel. Donc j'ai eu ce crédit d'impôt de 30%. L'installation, je l'ai fait déjà en 2017. Ça s'est très bien passé. J'aurais pu aussi prétendre à une subvention dite du programme Advenir. Dans mon cas, la borne que j'avais sélectionnée ne remplissait pas les critères pour participer à ce programme-là. Le programme est vraiment compliqué. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Il se trouve que c'est comme ça que ça marche, qu'il y a plein de cases à remplir et que si on remplit pas la case, ça marche pas. J'ai pas voulu insister, mais sinon il y aurait eu, je pense, dans les 600, si je me rappelle bien, dans les 600 € de subvention à aller récupérer. Mais j'ai préféré prendre la borne qui me convenait pour le long terme. Voilà. Donc je vous l'ai dit, le prix de mon installation c'est un peu plus de 3 000 €, 1 600 € de borne, 30% de crédit d'impôt sur la partie matérielle. Donc voilà. Ça, c'est mon cas à moi. Là, il y a des questions qui vont faire que je vais aussi vous dire comment ça a pu se passer différemment. Ensuite, les temps de recharge. En 3 kW, 7 kW, 11 kW. Déjà, qu'est-ce que c'est tout ça, le 3 kW, 7 kW, 11 kW? Le 3 kW, c'est proche de ce qu'on pourrait appeler une prise standard. C'est du 16 ampères en 230 volts. Donc si on fait ça, on obtient du 3 kW. On peut l'obtenir, alors on va peut-être pas arriver jusqu'à 3 kW avec une prise ménagère standard. Ça pourrait être même dangereux si on utilise vraiment une prise standard, parce que les prises standards que vous avez dans votre maison sont pas prévues pour fonctionner à pleine puissance sur une période trop prolongée. Si vous faites ça, il peut y avoir des risques d'incendie. La prise peut littéralement fondre. Donc on va faire très attention à ça. On peut utiliser des prises standards, c'est possible de les utiliser, mais il faut faire attention à l'intensité et la durée de la recharge. Mais voilà, encore une fois, 3 kW, c'est ce standard-là. Ensuite, le 7 kW, c'est un standard, on va dire, semi-accéléré. On est en 32 ampères en monophasé. Voilà. Et ça, on peut l'avoir soit en utilisant une prise spéciale, un peu comme ce qu'on va trouver sur les campings, soit en utilisant une borne. Avec une prise ménagère standard, on ne peut pas arriver à 7 kW. Et enfin, on a le 11 kW. 11 kW, c'est le triphasé en 16 ampères. 11 kW, c'est le maximum de puissance que la Tesla Model 3 peut accepter en mode alternatif. Donc du coup, le maximum de puissance qu'elle peut arriver, qu'elle peut utiliser avec l'électricité standard qui sort du réseau. Donc le temps de recharge, il faut savoir que la Tesla Model 3 a une batterie de capacité utilisable entre 72 et 74 kWh.
environ. Ça veut dire que si jamais vous chargez à 11 kW, il vous faudra environ 7 heures pour une recharge complète, de 0 à 100%. C'est l'ordre de grandeur à peu près. Si vous êtes en mode 7 kW, ça vous prendra un petit peu plus de 10 heures pour faire cette recharge. Et si vous êtes en mode 3 kW, ça vous prendra, je pense, un peu plus de 24 heures. Donc voilà les temps de recharge pour passer de 0 à 100 sur, on va dire, des moyens standards classiques, donc sans passer par des bornes rapides. Par contre, il faut se dire qu'au quotidien, quand vous allez utiliser votre véhicule électrique et votre Tesla Model 3, si vous en prenez une, au quotidien, vous n'allez pas charger de 0 à 100. Les trajets moyens en France, c'est quoi? C'est plutôt de l'ordre de 80 km par jour, ce qui fait que vous aurez besoin de recharger ce que vous aurez fait comme parcours dans la journée, donc peut-être 80 km. Ou allez, on va arrondir à 100 km éventuellement. Donc du coup, votre temps de recharge sera beaucoup plus court que ça. Je vais passer à la question suivante. Comment recharger à l'hôtel ou chez des amis, ou de manière générale sur la route? Ce que je conseillerais, c'est toujours avoir d'une le câble T2T2. Le câble T2T2, c'est le câble hyper standard, c'est le standard européen, et c'est un câble qui est fourni par Tesla gratuitement. Donc quand on vous livre la voiture, on vous livre ce câble de charge et on vous livre aussi un autre câble qui permet de se brancher sur une prise classique. Donc si vous allez chez des amis, soit vos amis sont déjà des mordus de l'électrique, ils ont déjà une borne, alors ils auront peut-être déjà un câble à vous prêter, sinon vous pourrez utiliser votre câble T2, et si vos amis ont déjà une borne, je pense qu'il n'y aura aucun souci, ils vous montreront comment l'utiliser, ils ont déjà prévu une installation qui est compatible sans doute avec la Tesla Model 3, donc il n'y aura aucun souci. S'ils n'ont pas de borne, et c'est le cas qui risque d'arriver le plus souvent, vous pourrez utiliser des prises standards. Donc, du coup, l'idée, si vous utilisez une prise standard, c'est de réduire l'intensité pour être sûr, si jamais vous ne connaissez pas ce que peut endurer la prise sur laquelle vous allez mettre votre véhicule, si vous ne connaissez pas toutes les caractéristiques, par précaution, il vaut mieux réduire l'intensité. Moi, j'ai déjà fait des sessions de charge jusqu'à 13 ampères sur... Alors, désolé, la GoPro est tombée. Alors, j'espère que l'angle de vue n'est pas trop mauvais. Ça m'a l'air pas mal. Là, typiquement, l'autopilote, ça me permet de trifouiller la GoPro en étant assez zen. A priori, c'est reparti, ça devrait fonctionner comme il faut. Bon, voilà. C'est bon, je teste un petit peu, ça a l'air d'être assez stable. Voilà. Donc oui, je vous parlais de l'intensité de charge. Moi, avec la Tesla Model 3, j'ai fait l'essai jusqu'à 13 ampères sur une prise renforcée, sans aucun souci. Mais si vous arrivez chez des amis qui n'ont pas l'habitude de l'électrique et qui n'ont pas pu tester les capacités de leur prise, je vous conseillerais de limiter l'intensité entre 8 et 10 ampères maximum. Surtout si vous devez charger pendant très longtemps. Si vous chargez peut-être une demi-heure, une heure, ok, vous pouvez peut-être laisser au maximum. Mais si vous laissez par exemple toute une nuit, et surtout si vous n'êtes pas capable de vérifier en permanence si ça se passe bien, il faut mieux réduire à 8 ou 10 ampères et être tranquille et éviter tout échauffement. Voilà. Donc oui, la Tesla Model 3, vous allez pouvoir la charger partout où vous allez. Chez des amis, ça fonctionnera. Côté hôtel, Tesla a mis en place un réseau de partenaires de recharge à destination. Ce sont des partenaires qui ont installé des bornes semi-accélérées de chez Tesla qui fonctionnent jusqu'à 11 ou 22 kW en fonction de ce que les propriétaires ont choisi. Et ces bornes, ça permet de recharger assez rapidement votre véhicule. Ces bornes, on va les retrouver
sur des parkings de restaurants, d'hôtels, de centres commerciaux. Donc quand vous allez parcourir la France ou le monde avec votre véhicule, vous serez capable d'utiliser ces bornes-là. Si votre hôtel n'a pas de borne ni de recharge à destination Tesla, et si vous êtes dans la panade, votre hôtel a très probablement des prises électriques standards, accessibles, sans trop de problèmes. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est d'avoir une rallonge assez grande avec vous. Ça, c'est si vous êtes vraiment en mode baroudeur, pensez à avoir ça avec vous, une bonne grande rallonge. Éventuellement un inverseur de phase, parce que la voiture est prévue pour fonctionner avec la phase qui est du bon côté, donc selon la norme. Si jamais l'électricien qui a fait le boulot dans l'hôtel n'a pas fait correctement, ou si jamais il y a un problème dans votre rallonge, il faut pouvoir remettre la phase correctement. Donc il vous faut juste un inverseur de phase pour être paré à tout. Et une fois que vous avez tout ce matériel-là, pour peu que vous tombiez sur un hôte assez compréhensif, il fera tout ce qu'il faut pour vous simplifier la vie et pour que vous soyez capable de charger. Ça ne devrait causer aucun souci. Donc charger la Tesla Model 3 chez des amis, à l'hôtel ou de passage sur un restaurant, à partir du moment où les gens qui sont autour de vous sont compréhensifs, ça se passera sans souci. Mais en vrai, avec une Tesla Model 3, on ne devrait pas avoir besoin de faire ça. Parce qu'on a le réseau supercharge qui fait que quand on part pour longtemps sur la route, on a toujours un superchargeur à peu près sur le chemin, voire des bornes rapides, réseau Unity ou autres, qui permettront de charger efficacement. Donc c'est bien en secours, c'est bien si on est chez des amis et qu'il y a tout ce qu'il faut pour recharger. S'il n'y a pas ce qu'il faut chez les amis ou à l'hôtel, vous ne vous en faites pas trop. A priori, en passant par le réseau de supercharge ou le réseau de charge rapide multi-véhicule, vous devriez vous en sortir sans trop de soucis. Bon alors là, toujours aucun souci sur le périph'. Bon après la circulation est plutôt fluide. Quand il y a des personnes qui viennent devant moi et qui ralentissent, le véhicule ralentit tout seul. Mais voilà, ça se passe très bien pour l'instant. Je suis à 70 sur 70. Pour l'instant, ma conso est de 10 kWh de 11 kWh au 100 km. Donc tout se passe pour le mieux et j'ai déjà fait 26 km. Donc on a déjà bien avancé notre tour de périph'. Il faut que j'enchaîne un peu plus vite les réponses. Je retourne sur les réponses. Comment dimensionner la recharge à domicile pour charger en une nuit? Donc pour parler de cette question-là, on va se mettre dans la situation où vous parcourez 100 km dans la journée. 100 km dans la journée, on va dire que vous n'avez pas fait que de l'autoroute. On va se dire que vous avez fait éventuellement un mix entre autoroute, route nationale et éventuellement de la ville. On va se dire que vous aviez une consommation de 17 kWh au 100 km. Donc vous aurez consommé 17 kWh dans la journée. Si vous avez fait ça, si vous vous mettez sur une borne 11 kW, en moins de 2 heures, vous aurez complété ce que vous aurez consommé pendant votre journée. Donc en 2 heures, c'est fait. C'est un peu rapide 2 heures. Si vous avez toute la nuit pour charger, ça va très vite. Ça utilise beaucoup de puissance et votre maison ou votre immeuble peut avoir besoin de cette puissance pour d'autres servitudes. Donc voilà, pas sûr que tout ça soit disponible. L'autre cas de figure, c'est du 7 kW. Le problème avec le 7 kW, c'est que ça tire 32 ampères. Donc si on se met dans le cas où on a 17 kWh consommés dans la journée pour les 100 km, sur la base de 7 kW, on va dire qu'il faudra environ 3 heures de session de charge. Il faut savoir que vers la fin de la charge, ça ralentit. Donc c'est pour ça que je pense 3 heures, je suis pas loin du compte. Alors là c'est intéressant, le véhicule juste devant moi, je pense qu'il est passé par la ligne blanche, qui s'est rabattu juste devant moi. La Tesla a ralenti, bien comme il fallait, aucun souci. Donc c'est bien d'avoir vu ce cas de figure là.
Donc je continue, 7 kW, il vous faudra environ 3 heures. Donc là encore, je pense que c'est un peu rapide, ça prend beaucoup de puissance. Et là en plus on tire carrément 32 ampères. Pour peu que vous ayez des chauffages qui se mettent en route ou du gros électroménager qui se met en route pendant la nuit pour bénéficier des tarifs nuit, très vite ça peut être limitant. Donc moi je pense que pour recharger la nuit sur ce genre de parcours journalier, la charge à 3 kW est largement suffisante. 3 kW, on peut se dire qu'en 7 heures, vous aurez rechargé l'intégralité de ce que vous aurez consommé la journée précédente. Donc voilà, si on me pose la question comment faire pour recharger en une nuit, c'est quel type de borne on doit choisir, je dirais une borne qui vous fournit 3 kW ou alors une prise renforcée qui vous permet de tirer les 13 ampères. Donc si vous faites ça, a priori, en une nuit, vous êtes capable de recharger. Donc pas besoin de prendre une borne très chère, pas besoin de prendre forcément une borne triphasée. Si vous faites pas beaucoup de longs trajets, si vos trajets de longue portée, c'est uniquement des trajets pour les vacances et que vous êtes capable de vous préparer pour avoir chargé comme il fallait avant de partir en vacances, une simple prise renforcée ou une borne de 3 kW très simple fera amplement le travail. Donc voilà. Ce que je pourrais vous dire, c'est prenez le pli de recharger pendant la nuit, pas seulement pour faire des économies, mais c'est aussi dans la philosophie de l'électrique. On dit souvent, on nous reproche le fait que si tout le monde était amené à avoir des véhicules électriques, il faudrait construire je ne sais combien de centrales nucléaires pour couvrir le besoin. Mais en fait non, c'est faux, parce que l'électricité a des creux de charge pendant la nuit, et quelque part, si tous ces véhicules électriques, on se met à les charger au cœur de la nuit, quelque part, cette électricité elle sera quasiment gratuite, parce que c'est l'électricité qui de toute façon aura été produite, pas consommée, revendue à l'étranger. Donc voilà, c'est le meilleur moyen de tirer parti des ressources que nous on a ici en France. C'est de faire ça, c'est de recharger pendant la nuit. Donc pensez-y, c'est quelque chose d'important pour le développement durable. Je pense que c'est comme ça que ça pourra fonctionner. Et en plus, chez certains opérateurs, typiquement chez Engie, vous avez des tarifs spéciaux qui vous permettent d'avoir jusqu'à 50% de réduction en chargeant la nuit. Donc quand vous avez ça, c'est tout bénef et on n'a même plus à penser au développement durable, c'est juste de bon sens. Voilà. Donc là, je vais déjà arriver à la porte d'Italie. C'est allé beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Donc là, j'ai parcouru 32 km. Je suis toujours à 11 kWh au 100. J'ai consommé 4 kWh. On va continuer les questions. Donc je me mets en mode web. On a répondu aux questions sur la recharge. Ensuite, l'autonomie. Le feeling par rapport au fait de passer d'un véhicule thermique au véhicule électrique. C'est vrai qu'avec un véhicule thermique, on a une portée sans commune mesure aujourd'hui avec un véhicule électrique. Et en plus, quand on doit recharger, on le sait, ça va beaucoup plus vite. Dans mon cas, ça, c'était pas vraiment un sujet, pas vraiment un problème. J'ai un enfant, j'ai un fils, il est petit, il a moins de 2 ans. Et du coup, régulièrement, quand on est sur la route, il a besoin qu'on s'arrête. Ce qui fait que, idéalement, moi, mes trajets, c'est à chaque fois entre 2 et 3 heures de conduite et une pause. Une pause de peut-être 20 minutes, une demi-heure. Et au final, quand on fait ça, on se rend compte qu'on est pile dans le rythme des Tesla, et notamment des Tesla Model 3. On arrive à trouver des parcours avec des superchargeurs qui permettent de s'arrêter tous les 2h30, 3 heures pendant, on va dire, 20 minutes, une demi-heure. Et en faisant ça, on peut aller vraiment très loin. Donc, dans mon cas, même si j'avais un véhicule qui me permette de faire 1000 km d'un coup, pour mes trajets en famille,
j'utiliserai jamais le véhicule de cette manière-là. Je m'arrêterai régulièrement. Donc voilà, les arrêts de recharge sont pour moi quasiment indolores. Donc là, on a quasiment fait un tour de périph. On va arriver sur Quai d'Ivry. Donc là, on est à un peu plus de 34 km et la consommation est toujours autour de 11 kWh au 100 km. Donc c'est bon à savoir. La moyenne sur le périph, il y en a un qui me regardera peut-être et qui a l'habitude de faire ces épisodes du périph jusqu'à la panne. Voilà, il faut qu'il s'attende sûrement à être meilleur que moi. Moi là j'étais à 11 kWh au 100 km. Peut-être qu'il descendra à 9 kWh au 100 km quand il fera son essai. Voilà. Donc je reviens à nos moutons. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire mes tours de périph jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des questions. Donc là, on a fait un tour. Donc oui, encore en résumé, ici, passer du véhicule thermique au véhicule électrique, pour le point de l'autonomie, c'était vraiment pas un souci, vraiment pas une question en ce qui me concerne. Ensuite, le coût de l'entretien. Alors le coût de l'entretien, c'est pas encore facile d'y répondre. On n'a pas encore assez de retours pour ça. Avec le temps, ça viendra. Aujourd'hui, il y a un programme d'entretien dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui fait que le premier point dimensionnant qui va occasionner la dépense, ce sera tous les 4 ans ou les 80 000 km pour le changement du liquide de refroidissement de la batterie. Alors j'ai essayé de me renseigner auprès de Tesla pour savoir combien ça va coûter. La première métrique qu'on m'a communiquée, c'est le coût de l'entretien des 80 000 avec une Tesla Model S. La Tesla Model S est une plus grosse voiture, plus puissante, plus chère. Donc a priori, son entretien est, on peut le dire assurément, plus onéreux que la Model 3. Et cet entretien, pour les 80 000 km, qui comprend le remplacement du liquide de refroidissement de la batterie, mais qui comprend aussi de l'entretien sur le circuit de climatisation, sur les freins, c'est vraiment un pack complet. Ça valait dans les 1000 euros, apparemment. Pour la Tesla Model 3, ce que me disait mon contact chez Tesla, c'est que pour l'instant, ils affichent une nécessité de faire l'entretien du circuit de refroidissement tous les 4 ans ou 80 km, mais que c'est très possible que très bientôt, ils annoncent qu'en fait, cet entretien, ce sera peut-être tous les 8 ans ou peut-être carrément inutile. Et que pour la durée de vie du véhicule, on pourra rester avec le même liquide de refroidissement. Donc là, ils continuent à faire des essais. La Tesla Model 3, c'est un véhicule qui est pas encore si ancien que ça. Donc ils prennent le temps de prendre du retour sur expérience. Et quand le temps sera venu, c'est une annonce qu'ils devraient faire. Donc soit espacer de manière très importante, soit carrément supprimer le besoin pour le remplacement du liquide de refroidissement de la batterie. Voilà. Donc du coup, moi je suis parti sur quoi? Mon hypothèse, c'est un entretien d'environ, on va dire 500-600 euros tous les 4 ans. C'est mon hypothèse, c'est ce sur quoi je suis parti. Et je pense que je serai pas trop loin de la réalité entre ce qu'il y aura à faire sur la clim et peut-être éventuellement le liquide de refroidissement de la batterie. Ça se passera sûrement comme ça. Donc voilà pour l'entretien. Ensuite, le coût de changement de la batterie. Une batterie, quand on achète une Tesla Model 3 longue autonomie, elle est chiffrée sur la facture à 20 000 euros. C'est le prix TTC de la batterie. Du coup, on peut se dire que dans le pire des cas, remplacement de la batterie, s'il faut tout changer, ce sera sûrement autour de 20 000 euros. Mais Elon Musk a annoncé que lorsque des réparations seront nécessaires,
on pourra éviter de changer toute la batterie et on pourra changer la batterie par module. Ce qui fait qu'une réparation typique de batterie, ce sera plutôt de l'ordre de 5 000 à 7 000 $. C'est ce qu'il a annoncé. On peut raisonnablement penser qu'en euros, ce sera sûrement entre 5 000 et 7 000 euros. C'est l'ordre de grandeur. Pièces et main-d'œuvre compris. Donc avec ça, on sera capable de prolonger petit à petit la vie de la batterie. Autre chose qu'il a dit, et là ça recoupe avec la question qui vient juste après, sur la durée de vie de la batterie, c'est que la Tesla Model 3 est prévue pour une extrême longévité. Elle est garantie aujourd'hui en version longue autonomie pour 192 km, 192 000 km ou 8 ans. Donc ça c'est la durée de la garantie, pendant laquelle, si on a le moins de pépins, Tesla s'occupe de tout. Mais en vrai, cette batterie, elle serait capable de supporter le double, voire le triple de cela. Donc pour quelqu'un qui fait environ 20 000 km par an, on peut penser raisonnablement que la batterie pourrait tenir 15 ans, sans trop de problème. Donc c'est de ça qu'on parle quand on doit estimer la longévité de la batterie. Environ 15 ans. Donc on peut quasiment dire que ce sera la durée de vie du véhicule. C'est ce que tout le monde pense, c'est ce que les gens qui sont dans le domaine et qui se renseignent sur les technos de batterie pensent aujourd'hui avec le retour sur expérience qu'on a déjà sur les véhicules électriques. Voilà. Et après, on va dire 12 à 15 ans, éventuellement, il y aura peut-être des réparations à faire pour des coûts de 5 000 à 7 000 euros sur la batterie. Donc voilà ce qui en est pour la longévité de la batterie. Ensuite, l'assurance. Combien pour mon assurance? Mon assurance me coûte environ 1400 euros par an, si je me rappelle bien. Entre 1300 et 1400 euros par an. J'ai un bonus de 38%. Pas eu d'accident responsable depuis que j'ai le permis et depuis qu'on est assuré. Nous sommes 2 personnes à être assurées sur le véhicule. Nous sommes à la Matmut. Nous avons pris une garantie de couverture renforcée. Donc en cas de pépin, pendant 3 ans, ils nous remboursent la valeur d'achat du véhicule, pas la cote Argus. Et après, ils nous rembourseront la cote Argus plus, si je me rappelle bien, 30%, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est l'indemnisation renforcée. Ensuite, on a pris la protection des effets personnels dans le véhicule et l'assistance juridique. Donc on a pris tout ça à la Matmut et voilà ce que ça coûte. On a pris l'option trajet domicile-travail et on a dit à la Matmut qu'on ferait plus de 20 000 km par an. Alors si jamais on avait dit on garde tout et on dit juste qu'on fait moins de 20 000 km par an, le tarif annuel diminuait d'environ 200 euros. Voilà. Donc voilà ce qu'on a eu côté assurance. L'autre question qui vient ensuite, c'est quelle compagnie d'assurance contacter pour obtenir des devis. Alors moi, mes conseils, ce serait de contacter des compagnies d'assurance qui m'ont proposé des devis, qui ont répondu, qui ont été réactifs, qui sont Prestige Assurance, Leocare, et donc l'assurance que j'ai pris, la Matmut. Faut savoir que côté assurance, ils ont tellement de paramètres qu'ils prennent en compte qu'une assurance qui est performante pour un client le sera peut-être pas du tout pour le profit de notre client. Donc allez-y large, demandez un maximum d'assurance. Je vous en ai donné 3, mais vous pouvez demander à bien plus que ça et trouver votre bonheur. Mais voilà comment ça s'est passé. Financement et économie. Fait-on des économies en électrique? Alors ça, c'est une question qui est un peu liée aussi à la question d'après, qui est celle du prix de la recharge. Je pense pas avoir pris une voiture électrique juste pour faire des économies. C'était une réflexion un petit peu plus profonde et j'en parlerai dans une autre vidéo. Oui, je pense que une voiture électrique peut faire des économies sur le coût d'usage du véhicule. Ce qui fait que si à un moment donné vous avez un budget pour l'acheter,
le coût de possession, le coût d'usage sera moins élevé que sur un véhicule thermique. Côté consommation, on avait calculé que pour notre usage, il fallait entre 1500 et 2000 euros facilement d'essence par an. En étant vraiment conservatif, en se disant que le prix de l'essence va pas augmenter, que la voiture consomme pas trop, c'est l'ordre de grandeur, 1500 à 2000 euros pour notre kilométrage. Et en électricité aujourd'hui, si on paye 100% de nos consommations, donc si on n'utilise pas le réseau Supercharge qui est gratuit pendant un temps, ou les bornes gratuites, ça nous coûterait au maximum, je pense, entre 350 et 400 euros par an de recharger en permanence à la maison pour faire plus de 20 000 km. Donc ça veut dire facilement entre 1000 et 1500 euros d'économie juste sur la partie consommation. Et ensuite, vous avez toute la partie maintenance et d'autres avantages comme le stationnement gratuit à Paris. Avec un véhicule électrique, le stationnement est gratuit. Donc c'est plein de petites choses qui font que le coût de possession est assurément moins élevé. Par contre, comme le coût d'achat est plus élevé, ça dépend vraiment de votre application, de votre cas, pour pouvoir dire si le véhicule sera plus rentable. Donc je pense que si vous avez les moyens, allez-y vers l'électrique, parce que sur le long terme, ce sera plus facile de payer le coût d'usage du véhicule. Donc ça, c'est la partie bon plan. Combien de temps pour repenser le crédit? Alors j'en ai déjà parlé, c'est une vidéo qui provoque beaucoup de réactions. Il y a des gens qui pensent que c'est totalement impensable de faire ça. J'ai pris un crédit très longue durée. Un crédit sur 108 mois, 9 ans. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour éviter de prendre une LOA, pour avoir une mensualité relativement basse qui me laisse de l'air pour faire plein de choses, pour faire un peu d'épargne, pour avoir des loisirs, en gros pour ne pas me restreindre trop dans tout ce que je serais amené à faire au quotidien. Donc c'est un choix de ma part et l'idée c'était de faire en sorte en permanence d'être capable de mettre fin à cette expérience Tesla en revendant le véhicule et en remboursant tout le prêt intégralement à n'importe quel moment. Donc je me suis fait un petit plan comme ça et a priori ça doit tenir la route. Ça tient sur des hypothèses. Il faut que ces hypothèses suivent. On verra dans le temps si c'est bien le cas. Donc voilà. Donc très longue durée de mon côté, mais avec une possibilité à n'importe quel moment d'en sortir. Est-ce que ça vaut le coup de mettre dans les 500 euros pour un véhicule comme celui-ci? Voilà, c'est à chacun de déterminer si à l'aune de ses besoins, de sa vie, si ça vaut le coup ou pas. Pour moi, ça valait le coup. Alors je l'ai fait. Et l'avantage par rapport à un système type LOA, c'est que une LOA, c'est un contrat avec durée qui est bien déterminé. Ce qui fait que si à un moment donné vous avez un pépin dans la vie, vous êtes obligé de négocier avec l'entreprise, vous êtes obligé de bien vous assurer qu'il y a des termes spécifiques qui vous permettent de sortir de la LOA sans payer, sans perdre un bras. Voilà. Donc c'est l'avantage en passant par cette solution-là. Et si jamais le véhicule me plaît et correspond à mon usage sur le long terme, mon idéal, ce serait de le garder longtemps. Donc 9 ans pour le rembourser à 100%. On verra si c'est un véhicule qu'on peut effectivement garder en fonction des usages qu'on aura qui pourront peut-être évoluer. Donc ensuite, prix de recharge 100 km. Donc je l'ai dit tout à l'heure, 100 km, c'est environ, on va dire, 17 kWh. Mais je vais me mettre dans un cas un peu plus défavorable. Je vais me dire que là, on parle de recharge plutôt en mode vacances, où on va voyager loin, éventuellement sur autoroute, à 130 km/h. Le but, c'est pas de se mettre en électrique pour se brider. Le but, c'est de se mettre en électrique et voyager comme on le veut. Donc, on va se dire 130 km/h. Donc là, la consommation en 100 km, ce sera sûrement autour de 20 kWh.
20 kWh. Si on doit recharger ça sur le réseau Supercharge Tesla, on va recharger à hauteur de 24 centimes par kilowattheure. Ça veut dire que 100 kWh, ça coûtera environ 4,80 € sur le réseau de Supercharge Tesla. Ensuite, si vous le faites à la maison, cette recharge de 100 km, à la maison avec des tarifs nuit, donc des tarifs réduits pour recharge la nuit, vous allez vous en tirer pour 2 € au 100 km, l'ordre de grandeur. Et si vous utilisez le tarif normal, ce sera plus autour de 3 € au 100 km. Donc je pense que ça, de toute façon, les 2 € au 100 km, c'est quelque chose de très classique, c'est une métrique très classique dans les véhicules électriques. Et pour des longs trajets, ça se confirme avec la Tesla Model 3, avec ses consos, c'est des choses qu'on est capable de faire. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Ensuite, au niveau du confort, la visibilité à travers des rétroviseurs. Pour moi, la visibilité est très bonne. Dans une autre vidéo, ce que je ferai, c'est que je ferai une comparaison en passant dans les mêmes endroits entre un véhicule type SUV 4 jars avec des rétroviseurs qui sont relativement gros et ceux-ci qui sont peut-être un peu plus profilés. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas mon feeling c'est que ici je vois les véhicules qui sont derrière moi, ici aussi j'ai vraiment pas de sentiment d'inconfort, et en plus là avec l'écran je peux même voir dans mes angles morts. Et si à un moment donné j'essaie de me rabattre sur la gauche ou la droite alors qu'il y a un véhicule qui est déjà dans la voie, ce véhicule-là apparaîtra en rouge comme étant un danger, un risque. Donc on est vraiment en sécurité de ce côté-là. Et pour les manœuvres, quand on a des manœuvres à faire, il y a une option dans la Tesla Model 3 qui permet d'incliner automatiquement les rétroviseurs vers le bas quand on se met en marche arrière. Donc, je sais que ça existe chez pas mal d'autres constructeurs. La Tesla Model 3 là aussi, et c'est vachement pratique pour les manœuvres. Donc voilà, ouais, les rétroviseurs, confort, aucun problème de ce côté-là. Ensuite, choix d'une Model 3. Différent entre l'option de base autopilote et l'option entièrement automatique. L'autopilote de base, aujourd'hui, qui est livré de série sur toutes les Model 3, ça permet de faire ce que je fais maintenant. C'est-à-dire avoir contrôle automatique de la vitesse et maintien dans la voie. En revanche, ce que ça permettra pas avec Navigate on Autopilot, donc une fonction qui n'est pas encore disponible en France, mais qui le sera dans un futur qu'on espère proche. Ça permettra pas de naviguer automatiquement sur l'autoroute, de prendre des sorties en fonction de ce qu'on a mis comme trajet dans le GPS. Ça permettra pas de le faire. Ça permettra pas non plus d'utiliser la fonction de parking automatique. Ça permettra, a fortiori, pas d'utiliser le mode autopilote entièrement autonome. Donc voilà, ce sont les grosses différences entre l'autopilote de série et l'autopilote payant optionnel chez Tesla. Je pense que pour quelqu'un qui sera amené à avoir un usage beaucoup du quotidien avec sa Tesla Model 3, l'autopilote standard fera le boulot. Pour quelqu'un qui va faire vraiment beaucoup de routes, l'autopilote amélioré, enfin l'autopilote FSD, l'option entièrement autonome aura du sens. Donc tout se joue sur la route que vous faites et puis la partie autoroute dans cette route-là. Même si l'autopilote est aussi disponible sur le réseau secondaire, je ferai une vidéo sur ça à l'occasion, mais là où ça prendra tout son sens, c'est bien sur l'autoroute. Voilà. Donc vous pouvez économiser un peu d'argent en ne prenant pas cette option, en restant sur l'autopilote standard qui permet déjà de faire ce qu'on voit ici, donc d'être relativement relax, de pouvoir concentrer son attention peut-être sur d'autres points de risque sur la route et pas être obligé de faire des micro-ajustements en permanence. Bon, là depuis qu'on parle, aucune intervention, c'est l'autopilote qui conduit, juste de temps en temps il me rappelle à l'ordre pour me dire qu'il faut que je tienne bien le volant. Donc vraiment efficace,
sur le périph' en tout cas, et à cette heure-là, ça fonctionne sans aucun souci. Avis sur les différentes versions. Alors, je dirais que le meilleur rapport qualité-prix pour la Tesla Model 3, c'est la version standard plus. Pourquoi? Parce que la batterie est plus petite, le véhicule est plus léger et du coup, il consomme moins. C'est une version propulsion. Ça a toutes les qualités, je dirais, dynamiques d'une Tesla Model 3. Même d'une Tesla Model 3 longue autonomie, voire 4 roues motrices. Alors peut-être qu'on n'aura pas la partie 4 roues motrices, et si on est en montagne, dans certains coins, dans certains aspects, ce sera peut-être un peu moins pratique. Après, avec des pneus hiver, je pense que ça rattrape beaucoup. Ce sera peut-être un peu moins rapide au niveau accélération, mais ce sera déjà beaucoup plus rapide que la plupart des véhicules électriques du marché. Côté intérieur, l'intérieur amélioré a les mêmes sièges que ceux que j'ai ici. On a quelques options en moins, mais en gros, je pense que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. On sent qu'on est dans une Tesla sans avoir ce qui pourrait être un peu du surplus. Donc si quelqu'un disait qu'il est un peu juste côté finance, je lui dirais que plutôt que de se saigner avec la version très chère, je lui conseillerais plutôt de rester sur la version standard plus, en se faisant peut-être plaisir sur l'intérieur, en choisissant peut-être un intérieur blanc qui coûte 1000 € de plus, en choisissant une peinture qui coûte peut-être un peu plus cher. J'aurais plutôt tendance à lui dire oui, vas-y, fais-toi plaisir sur ça, et aie une voiture dans laquelle tu apprécies d'être au quotidien parce que tu trouves que ça a le look que tu veux, plutôt que de mettre dans une batterie que tu n'utiliseras pas forcément. Faut savoir que la grosse batterie, c'est pas forcément nécessaire, indispensable pour aller loin. Ce qui compte quand vous faites des longs trajets, c'est d'avoir un véhicule qui consomme peu et qui se recharge rapidement. Et avec la Tesla Model 3, vous aurez ces paramètres-là. Donc pas forcément besoin d'avoir une grosse batterie. La grosse batterie, elle intervient si, par exemple, vous avez beaucoup de trajets de 350 km à faire. Si vous avez des trajets de 350 voire 400 km à faire, avec une version longue autonomie, vous avez la garantie de pouvoir faire l'aller sans vous arrêter sur le chemin. Et si par exemple vous êtes une famille avec des enfants, c'est vachement... Alors, désolé, il y a du bruit autour de moi. Donc si vous êtes une famille avec des enfants, c'est vachement intéressant de savoir que vous êtes capable de faire un trajet de 300-400 km, un trajet que vous ferez peut-être en 3 heures, sans vous arrêter du tout sur le chemin. Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour la version longue autonomie. Si vos trajets sont plutôt de l'ordre de 200 km, tous les trajets que vous pouvez être amené à faire pour les week-ends prolongés, 200, peut-être 250 km, dans ce cas, la version standard fera amplement le boulot et ça consommera moins. Donc c'est vraiment top, c'est ce qu'il faut faire et pas avoir que la grosse batterie en tête. Voilà. Et la version performance, il y a sûrement des gens qui auront envie de s'amuser avec, mais voilà, je pense que on peut s'en passer. La version dual motor, on peut déjà bien s'amuser avec. La performance, bon, ça rajoute encore un peu plus. Si on a le budget, il faut y aller, mais il faut peut-être pas se saigner pour ça et se mettre en difficulté pour avoir ce niveau de performance. Et dernière question, les avis sur le wrapping. Donc, le wrapping, c'est une technique qui consiste à envelopper le véhicule, toute la carrosserie, avec un film. Et cette technique, ça permet de protéger la carrosserie. De mon cas, j'ai opté pour le traitement céramique. Le traitement céramique sera moins protecteur, par contre, il apportera un aspect plus brillant. Et typiquement, des gens qui font des poses de film sur leur véhicule, ils peuvent être tentés de mettre aussi un traitement céramique par-dessus pour améliorer la brillance, parce que le film va supprimer un peu de brillance. Alors je pense que c'est un peu cher comme technique,
de mon cas, je suis peut-être pas assez maniaque, peut-être pas encore assez parano pour y céder. Et en plus, les gros coups de porte que vous pourriez avoir sur un supermarché, un parking de supermarché, le film ne les empêchera pas. Le film, ça pourra éventuellement protéger de petits gravillons sur la route, de petites choses comme ça du quotidien, mais quelqu'un qui ouvre fort sa porte sur vous, bah voilà, ça vous en protégera pas. Alors les rayures, oui, peut-être que ça peut protéger des rayures peu profondes. Mais si quelqu'un veut vraiment faire du mal à votre voiture, il le fera. Et en plus, côté film, si le prestataire qui le fait est pas vraiment top niveau, vous aurez plein d'endroits où vous verrez le film dépasser et ça aura éventuellement un mauvais rendu. Donc si vous voulez faire un film, une pause de film, allez-y, mais mettez-y le prix pour passer par un très bon prestataire qui sait bien le faire et qui le fera avec passion. Voilà. C'est mon avis. Après, il peut y avoir 10 000 avis sur le sujet. On m'a demandé mon avis, je l'ai donné. Le traitement céramique, ça va pas protéger contre les cailloux, ça va pas protéger contre les rayures, ça va protéger contre certaines attaques chimiques, ça va rendre le lavage, le séchage beaucoup plus facile. Ça va faire en sorte qu'au quotidien, on pourra garder une voiture plus belle, plus longtemps. Voilà, c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que je l'ai fait. Ça a un effet de brillance qui est vraiment top quand c'est fait avec une bonne phase de préparation. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait sur la mienne. Et j'en suis vraiment satisfait. Voilà. J'ai eu l'occasion de la laver. Et après lavage, j'ai retrouvé l'éclat que j'avais après le traitement céramique. Donc voilà pour ce sujet-là. Donc là, on a parcouru un petit peu toutes les questions. Je pense que c'est pas mal. Ça fait déjà une vidéo bien assez longue, de quasiment 1 heure. Donc je pense que je vais sûrement m'arrêter là. Et j'aurai l'occasion de faire une autre session autopilote dans des conditions peut-être un peu plus périlleuses qu'ici, parce que là on voit il y a eu 0 souci. Le seul souci que j'ai eu pendant toute la session, c'était de m'assurer que le véhicule comprenne bien que je suis bien derrière le volant et qu'il n'y avait aucun danger. Donc voilà, peut-être la prochaine fois, essayer de le faire dans 1 heure avec plus de circulation, avec plus de changements de vitesse. Ce sera quelque chose à essayer. Et juste avant de vous quitter, je vais peut-être faire quelques essais donc là j'ai désactivé l'autopilote. Je vais faire quelques essais pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si jamais, par exemple là, je veux tourner à droite alors que j'ai un véhicule juste à ma droite. Donc si jamais je veux faire ça, ici le véhicule apparaît en rouge et du coup ça me fait comprendre que attention, il se passe quelque chose à côté de moi et que je peux pas aller à gauche. Voilà, merci d'avoir suivi ma vidéo, merci de me suivre, de vous être abonné. Ça me fait plaisir de partager des informations avec vous et de vous aider dans vos choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je prendrai du temps pour vous aider si vous avez des doutes. Et sachez qu'il n'y a pas que la Tesla Model 3 dans la vie, il y a d'autres véhicules exceptionnels qui sont sur le marché, le Kia Niro, la Hyundai Ioniq. Donc il y a vraiment du choix. Il y a la nouvelle 208 qui est là, la nouvelle Zoé qui arrive. Voilà, il y a de plus en plus de choix. Il faut pas s'enfermer forcément dans le choix Tesla Model 3. Il faut vraiment vous renseigner pour savoir tout ce qui arrive et être sûr de prendre un choix en conscience et pas juste un choix que vous pensez être à la mode et qu'après vous serez amené à regretter. Mais en vrai, moi je vous le dis, hein, si vous prenez Tesla Model 3, vous la regrettez pas. Bonne soirée à tous, salut!